Parce que quand on fait 200 couverts le midi, en fait, on n'a pas trop le temps de sensibiliser les gens. En fait, nous, on a plutôt envie d'être exemplaires dans notre façon de faire, mais de ne pas faire la morale. Bienvenue dans le nouvel épisode des Saperli Poulettes en Nouvelle-Aquitaine et plus précisément à Collonges-la-Rouge en Corrèze, où nous avons été rencontrer la fabuleuse équipe du bistrot paysan Le Maraîcher. Nous avons passé 48 heures en immersion avec eux à les aider dans les champs et en cuisine et nous vous laissons découvrir tout ceci dans l'épisode des Saperli Poulettes. À bord du Saperli Van, nous quittons la région Bourgogne-Franche-Comté pour aller découvrir Collonges, un des plus beaux villages de France, avec son château digne d'un conte de fées. Entouré de toutes ces pierres rouges, nous allons à la rencontre d'Antoine, le fondateur du bistrot Le Maraîcher, qui nous explique le concept. De restaurants, potagers, de circuits on ne peut plus court sur une partie de la chaîne alimentaire. Je connais très bien la Corrèze parce que j'y ai grandi. J'ai cherché partout en Corrèze et finalement j'ai trouvé ce lieu et tout de suite ça m'a paru assez évident. Et après j'ai compris que je ne pourrais pas le faire tout seul ce projet, qu'il faudrait que je sois accompagné de personnes qui soient et dans le jardin et en cuisine et au service. Parce que toi tu t'y connais aussi en cuisine? Non, j'étais ni du milieu agricole ni de la cuisine. Donc non, je suis ingénieur de formation, j'étais consultant à Paris, j'étais pas du tout dans la restauration ni dans le maraîchage. Okay. Mais tu avais une bonne idée auquel tu croyais. Ouais, exactement. Ouais. Et puis après, quand on se fait accompagner par des personnes compétentes, en fait, on peut très rapidement du coup développer un projet, quoi. Parce qu'il fallait faire des plans pour la cuisine, pour la salle, pour le jardin. Donc je me suis fait accompagner par un restaurateur qui avait de l'expérience pour concevoir la cuisine, concevoir les arrières de bar, quels équipements acheter. Je me suis fait accompagner d'une amie chef cuisinier et nutritionniste sur la partie développement de la carte, aussi pour estimer les quantités de légumes qu'il fallait produire. On a fait des estimations de fréquentation du restaurant, ce qui nous a permis de savoir quelle quantité de légumes il fallait produire, à quel moment dans l'année, ce qui nous a permis de faire un business plan aussi pour convaincre les banques. Voilà, on a essayé d'anticiper au mieux les besoins du resto et puis finalement on s'est pas trop trompé pour l'instant. En tout cas, j'ai convaincu Stan de rejoindre le projet très vite. C'était pas facile pour lui, j'imagine, et comme pour tout le monde, de se projeter dans une aventure qui existe peu encore. On a très peu de retours sur ce genre de très grande brasserie avec un potager attenant. Du coup, j'ai dit à Stan, viens, je te montre. Et donc, je lui ai fait faire le tour du jardin, je lui ai montré la grange. Faut imaginer que la grange, il y avait des mangeoires encore. Hein, ouais. Donc, mais bon, il a réussi à se projeter, il a vu le projet, et puis il est revenu ensuite avec sa femme Audrey, je pense pour convaincre sa femme aussi, qu'il pouvait se lancer dans le projet. Et puis j'étais super content, c'était la première personne qui officiellement rejoignait l'équipe, quoi. C'est quand même difficile, hein, le maraîchage et la cuisine et le service, c'est des métiers qui sont usants, donc l'équipe c'est le plus important, quoi. Sans équipe, on ne peut pas du tout faire ça tout seul avec Laurence. Ce ne serait pas possible, donc on est toujours très reconnaissant du travail de nos salariés, l'engagement qu'ils ont, quoi, parce que c'est un engagement physique et moral aussi. C'est des métiers qui sont engageants, quoi. On verra où ça mène, mais en tout cas pour l'instant on continue de grandir, on accueille de plus en plus de monde, le projet agricole se mûrit aussi, on produit de plus en plus de légumes, de meilleure qualité. Ça nous disait que vous faisiez des tests chaque année, donc c'est top. Ouais, on fait des tests aussi, on apprend, on découvre notre terrain, on compose avec les contraintes du terrain aussi. On n'a pas de carottes dans notre cuisine, on fait d'autres choses, c'est pas grave, quoi. Les gens pourront aller ailleurs pour des carottes. Voilà, mais on apprend vraiment à composer, c'est une belle leçon. Du coup, c'est une carte, c'est une cuisine de contraintes aussi, quoi. On compose avec ce qu'on a dans le jardin. Donc quand on n'a pas encore de tomates, faut l'expliquer, ou quand on n'a plus de tomates, faut l'expliquer. Donc on change un peu le discours du reste. Enfin voilà, c'est une carte qui change tout le temps, quoi. Et il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de ça, donc faut leur expliquer tout simplement. Mais et c'est bien accueilli. Ouais, c'est bien accueilli. On a du monde, il y a du monde qui revient.
Parce que quand on fait 200 couverts le midi, en fait, on n'a pas trop le temps de sensibiliser les gens. Nous, on a plutôt envie d'être exemplaires dans notre façon de faire, mais de ne pas faire la morale. On est plutôt là voilà, pour proposer une cuisine de qualité, savoureuse et simple, mais on n'a pas tout un discours militant. Pour nous, le plus important, c'est qu'ils viennent, qu'ils passent un bon moment. Nous allons ensuite à la rencontre du fameux Stan qui nous emmène nous balader dans l'exploitation et nous la fait découvrir. Du coup, ouais, comment tu es arrivé ici? Je suis arrivé ici, en fait j'ai donc 10 ans forestier et après j'ai fait une formation responsable d'exploitation agricole à côté de Tulle. Et en fait j'ai rencontré pendant la formation Antoine qui est le patron Du restaurant. du restaurant. Ok. Et Antoine pendant la formation a trouvé le terrain, a trouvé la grange, a trouvé la maison et il a tout transformé. Moi après la formation je suis reparti un peu en forêt parce que je n'avais pas trouvé de boulot et en fait il m'a rappelé en me disant si j'ai quelque chose pour toi. Et en fait je crois que je suis arrivé de là-bas. Enfin on a fait un tour, j'ai vu Collonges, j'ai dit ouais s'il y a un restaurant ici ça va forcément marcher, allez j'y vais. Donc en janvier 2020, je rejoignais l'équipe. Voilà. Dès le début. L'équipe qui était en fait Ouais, il y avait qu'Antoine, mais Oui, c'est ça, Antoine. on formait l'équipe. Ok. On est arrivé en plein Covid. En plus. Ce qui était bien, c'est qu'on avait le temps de préparer le jardin. Et après, le restaurant a ouvert en mai 2020. Ah oui, juste après, ok. Juste après le deuxième confinement, je crois. Le restaurant pouvait rouvrir et hop, on a embrayé. Ok. Mais du coup, quand vous êtes arrivé là, il y avait déjà le Covid, donc vous saviez que c'était le moment où vous pouviez préparer la terre et tout. C'est ça. Donc vous aviez ce C'était luxe pas de plus mal. prendre ce temps. Oui, ça. Et puis, de toute façon, il fallait tout créer. On avait tout le réseau d'irrigation. Donc, il y a une partie ici, mais il y a une partie enterrée qui part du portail là-bas, qui revient jusqu'ici. Il fallait travailler le terrain, réfléchir à... Alors, le verger qui est au fond avait été planté juste avant que j'arrive. Mais il fallait aussi réfléchir à comment on organise les blocs, comment on organise le terrain. Enfin, ouais. Donc, de quoi il y avait un peu de boulot. Ouais. Et c'est quoi comme type de terre? Parce que nous, en arrivant, on a vu que la terre était hyper rouge. Et même, je pense, au vu de Collonges et même des villages autour, on s'est dit waouh, Collonges-la-Rouge, tout est dit, je crois. C'est rouge, ouais, c'est ça, voilà. Oui. Mais il y a une faille géologique, je ne sais plus trop où, je suis assez mal expliqué, mais voilà, où il y a vraiment une terre rouge et puis de l'autre côté, c'est plutôt terre blanche. Okay. Ici, là, on est sur un sol argileux, hyper collant quand il pleut, très collant, très dur et quand c'est sec. Donc il faut apprendre à vivre avec. Quoi. Voilà. On dit que c'est une terre amoureuse qui colle bien aux chaussures. Là, tant que c'est sec, ça va, mais c'est vrai que sinon, ça peut être un peu asphyxiant, peut manquer un peu d'air. Du coup, vous mettez en place des techniques. Oui, c'est ça. Et puis j'apprends tout le temps. Hein. Au bout de 4 ans, ça commence à aller mieux. Je commence à maîtriser quelques techniques, mais oui, on apprend de toute façon. Avec la nature, on apprend à chaque fois. C'est ça qui est cool, c'est que tu te lasses jamais. Oui. Quand Antoine est arrivé, il a planté plein de trucs, plein de plantes, en train de voir ce qui poussait. Et ensuite, quand je suis arrivé, on a commencé à organiser, on a essayé de faire des blocs. Il y a un bloc, tout ça c'est le bloc des Aliacées, avec là il y a échalotes, oignons sur bâche, 3 planches de poireaux, de l'ail, et ensuite il y a encore un peu de poireaux, et après des betteraves. On en avait un peu trop de betteraves, donc on les a mis là. Normalement, c'est pas trop leur bloc, mais bon. Un bloc là, majoritairement, patates douces. Chouette. Un bloc plutôt tomates, courgettes, aubergines, courges. Il y a le bloc du fond, c'est plutôt des fèves, un peu de haricots, des salades. Okay. Derrière, le bloc des pommes de terre. À gauche des serres, là-bas c'est le bloc des choux, et puis il y a les serres. Et chaque bloc tourne en fait, tous les ans on fait tourner le bloc. Donc les patates douces se retrouveront ici, enfin voilà, on fait tourner. Pour faire de la rotation de culture. C'est ça, rotation de culture, éviter d'épuiser le sol et d'habituer les insectes ravageurs en fait. Okay. L'inconvénient des bâches pour le coup, ça protège, ça cache les limaces dessous. Les limaces, alors il y a deux choses. Il y a la méthode douce, on va dire. Bref, méthode douce sont des espèces de petites granules de phosphate de fer en fait phosphate de fer, ouais, c'est ça? Souvent bleu, en fait qu'elles vont ingérer et qui font qu'elles vont arrêter de se nourrir. C'est naturel? Alors oui, en tout cas ça se retrouve
à l'état naturel. Oui, oui. Ok. Et après, la méthode moins sympathique, c'est au couteau. On les coupe en deux, mais on est sûr qu'il y a... Là. Et pourquoi certains sont sous bâche et d'autres non? Alors, il y a des fois, c'est des tests. Par exemple, là, on a des poireaux pas sur bâche, et là, on en met sur bâche. On essaie de voir. En fait, c'est un peu le nerf de la guerre, le désherbage. Les premières années, je ne sais même pas comment on faisait, parce que j'essaie de me souvenir. En fait, on désherbait, on était toujours à deux, on désherbait. Et le temps d'arriver au bout, il fallait quasiment recommencer, parce que c'était tellement long. Et donc, on essaie de faire un maximum sur bâche. Donc là, on fait un peu un test. Si ça peut permettre de fonctionner, ce serait bien, et on mettrait un maximum de choses sur bâche. Ça garde un peu plus l'humidité, ça évite le désherbage. Puis c'est des bâches plastiques, c'est de la toile tissée en fait, donc ça se garde 4-5 ans. C'est pas de la bâche très noire, très fine, qu'on est obligé de jeter chaque année. Ouais. Là, c'est des trucs qui se gardent, et on fait exprès, on en fera tout à l'heure, mais on brûle les trous pour que ça cautérise et que ça évite de s'effiler. Ok. Voilà. Et le paillage, ça n'a pas d'intérêt ici? C'est une option, si, c'est une option. Tout ça, c'était paillé. L'hiver. Alors l'inconvénient quand même du paillage, c'est que ça garde bien l'humidité, mais sur une terre comme ça fait que c'est une terre très humide, donc difficile à travailler. Sinon, on fait de la pâte à modeler, quoi, si on travaille alors que le sol est très humide. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est, quand il y avait trop de paillage, de l'enlever un peu, que ça sèche, et ensuite de travailler le sol. Voilà. Sinon, tu deviens sculpteur Mais bon, sinon, tu deviens sculpteur, mais c'est un autre métier. Ouais, voilà. Sinon, après, on peut se mettre à fabriquer des vases à vendre au restaurant. en souvenir. Avec la terre, ouais. Une boutique souvenir qui vendrait également du miel. Là, on est avec 4 ruches. C'est le père d'Antoine qui s'en occupe. Voilà. Et donc, le miel pour le restaurant. Et c'est du miel de quoi, du coup? Miel toute fleur. Ouais. Comme on le laisse tout le temps ici, c'est toute fleur. En fait, à partir du moment où le miel est d'une fleur spécifique, c'est que les apiculteurs prennent la ruche, l'installent à un endroit, hop, ils la changent comme ça pour être sûr qu'ils ont un miel d'une fleur spécifique. Tant qu'on y est, là, tous les déchets du restaurant sont recyclés. Donc on fait un compost par an. Et donc en fait on laisse les autres se reposer 2 ans, et après on les utilise. Ça fait finalement pas tant que ça en quantité, une fois que c'est digéré. Donc ça c'est le plus vieux. Ouais, c'est le plus vieux, celui de l'année dernière et celui de cette année. Mais quels sont les moments clés du métier de maraîcher? À partir de souvent début avril, là, ouais, il y a quand le climat le permet, ce qui n'était pas là cette année. C'était plus compliqué, c'était très humide, mais sinon c'est préparation du sol, plantation, commencer à désherber les premières choses qui ont été mises en terre, remettre en route l'irrigation, enfin il y a beaucoup de petites choses. Donc avril, à partir d'avril ça commence à être un peu chargé, jusqu'à fin septembre, où là il y a toutes les récoltes. Après ça se calme quand même pas mal. Difficile, c'est la fin d'hiver, début de printemps, où le restaurant recommence à fonctionner et le jardin, lui, il sort à peine, il se réveille à peine. Donc on a un peu de stock, on a un peu des stocks d'hiver. Stan nous montre ensuite tous les outils utiles à son travail avant de nous emmener découvrir les fruits rouges. C'est des murs non sauvages, enfin c'est des mûriers quoi. Ça va faire peut-être pas comme ça, mais des grosses mûres, vraiment des grosses mûres ici. On a une ligne de groseilles. Ça commence à être pas mal là. Bon, ça fournit pas toute l'année, mais là les groseilles, on a commencé, on avait ramené 3 kilos d'un coup. Donc la cuisine était contente. Et pendant tout un moment, il y aura des groseilles. Je ne sais pas sous quelle forme d'ailleurs, mais il y aura des groseilles à la carte. Mais qu'en est-il des autres fruits? Ça devrait rentrer en production doucement et aider du coup à être autonome en fruits. Alors là, il y a 200 variétés, poires, pommes, pêches, abricots, cerises. On a mis quelques pieds de kaki. Stan, tu nous partages une anecdote sur les fruits? J'ai fait un stage chez un arboriculteur, il disait un fruit bas est un fruit pas cher. Parce qu'effectivement, ça évite de sortir l'échelle, de monter. L'église sonne du coup toutes les heures. J'ai l'impression d'avoir une vie monastique. Moi j'aime bien. Ça, au moins ta vie est rythmée par le bruit de l'église. Je ne sais pas si je peux appeler ça des serres, c'est plutôt des petits tunnels, parce qu'en fait c'est assez bas. C'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire que sans tunnel, c'est compliqué d'assurer des productions. Là. Et en fait, ça permet de maîtriser un peu le climat. En fait. C'est-à-dire que les tomates qu'on a plantées plus ou moins en même temps que ceux de dehors, pas tout à fait vrai, mais quasiment, elles ont une bien meilleure tête parce que on les arrose quand on a envie.
elles ont la chaleur qu'il faut, on ouvre ou on ferme si on a besoin. Enfin, c'est vrai que c'est pratique, quoi. C'est quand même... Et c'était une volonté de les faire basses ou pas forcément? Alors non, c'était une obligation. Effectivement, toi qui es grand, Ouais, tu dois avoir un peu le dos cassé. Moi j'ai repéré les arceaux où ils sont un peu plus hauts, donc je suis bien. Mais... Trêve de bavardage, et si on allait aider maintenant? Stan, tu nous expliques? Il va falloir 6 lignes de tuiles. Ça marche. Action. On va démêler ce tuyau pour aller jusqu'au bout de la serre. C'était comment? Eh ben c'est bien, je crois qu'il y a des crapauds de l'autre côté. Nous profitons d'un moment de désherbage pour papoter et en savoir un peu plus sur sa vie. On vient de désherber autour des ciboulettes et on ramène le matos. Mais surprise, nous tombons sur des... C'est des cheveux. C'est plein de cheveux. Okay. L'idée c'était de faire fuir les animaux, notamment les chevreuils. Principalement parce que c'est vrai qu'en début de saison, là maintenant il y a suffisamment de production pour que il n'y ait pas d'impact. Mais au début, on commence à planter les betteraves au moment où il n'y a quasiment rien à manger, il y a tout qui voilà, il se jette dessus. Mais en parlant des betteraves, peux-tu nous en dire un peu plus, Stan? On a planté 2000 plants de betteraves. Il nous faudrait pour ce soir, il faut qu'on puisse refaire de la purée de betterave. Il faut une caisse de betterave et puis dès que tu peux dans la semaine, les récoltes un peu habituelles. Salade, blettes, fenouil, enfin bon, ce qu'il y a en ce moment. Du coup l'idée c'est pas de courir derrière les plus grosses, parce que sinon on risque de faire 3 fois le tour de la serre. Il faut être un peu efficace, donc voilà, on commence du début, on remonte jusqu'à la fin. Comme l'art n'est jamais bien loin, nous parlons couleur des betteraves. Je suis toujours fascinée par la couleur de la betterave. Alors je crois qu'il en existe des jaunes, il en existe pas mal. Ouais, donc tu dois aussi t'adapter si tout d'un coup tu es en train de faire un truc, mais la cuisine t'appelle en te disant là c'est la panique. C'est ça, ouais. J'ai arrêté au restaurant, mais c'est vrai que du coup, oui, le mieux c'est quand même de réussir à anticiper les choses. Moi, j'essaie de les anticiper en fonction de ce qu'ils me demandent. Je cerne un peu en me disant, bon, ok, ils me demandent une caisse de concombre toutes les semaines. Je sais que ça va, la dernière fois c'était il y a une semaine, je sais que ça va bientôt tomber. Les bras bien chargés, nous traversons l'exploitation et remontons direction le restaurant et la cuisine où nous allons à la rencontre de Laurence et son équipe qui transforment les fruits et les légumes que Stan apporte. Alors moi je suis Laurence Hartmann Gardella. Ici je suis chef de cuisine au Maraîcher. J'ai commencé avec Antoine il y a 3 ans. Je l'ai aidé à monter le projet. J'étais pas en cuisine à la base, pour moi c'est une reconversion. Que j'aime beaucoup parce que je pense qu'ici on a des conditions très sympathiques en cuisine. On est dans une cuisine ouverte, on a des récoltes qui viennent de juste à côté. Donc voilà, moi c'est ce que j'adore, c'est optimiser et utiliser ce qu'on a sous la main en fin de compte. Et ça c'est vraiment ce que permet de faire un lieu comme celui-ci. Donc voilà. Et du coup, tu t'es formée comment à la cuisine quand tu dis c'est une reconversion? Je suis formée sur le tas. On a ouvert le restaurant avec 2 jeunes chefs qui, eux, étaient vraiment de la filière professionnelle qui avait commencé à 16 ans, etc. J'ai appris un petit peu à leur côté. Et après, j'ai appris par moi-même, avec du bon sens, avec tous les gens qui venaient, qui apportaient leur expérience, qui peut être très variée. Ça peut être la mère de famille qui a cuisiné des restes toute sa vie, ça peut être la personne qui a fait en étoilé ou plusieurs, ça peut être le second qui a travaillé sur l'Orient Express, ça peut être une multitude d'expériences que les gens amenaient autour de la table et moi j'ai appris grâce à eux beaucoup. Et puis par ailleurs je me suis quand même formée pour passer mon CAP cuisine l'an dernier. J'ai 10 ans pour BNP Paribas. Et je travaillais sur des projets d'intégration post-fusion-acquisition essentiellement. Voilà, donc c'était très différent de la cuisine. Ouais, mais c'est cool d'avoir plusieurs vies. Ouais, tout à fait. J'ai beaucoup aimé mon temps dans la banque et j'aime beaucoup mon temps en cuisine aussi. Tout ce que j'ai appris dans la banque me sert quand même. Comme quoi? Je pense que c'est quand même des métiers où le rapport humain compte énormément, de toute façon.
comme l'organisation. C'est vraiment fondamental. Antoine et moi, on a un passé de PowerPoint et de Excel et au final, ça nous sert énormément pour un projet de cette taille. Tout à fait pour lever des fonds, mais aussi au quotidien pour arriver à être rentable, pour arriver à gérer le restaurant tout simplement. Nos expériences passées nous servent tous les jours. C'est important les PowerPoint. Mais l'an dernier, on a produit 10 tonnes de légumes pour 25 000 couverts. Voilà. Et je pense que là, cette année, on est sur plus 30% de fréquentation à peu près. Et on a encore des marges de production dans le jardin qu'on essaye d'optimiser. Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que tu prépares? Alors aujourd'hui, là on a de la chance puisqu'on recommence à avoir une super variété de légumes parce que c'est le printemps. Donc là on prépare 2 choses ce matin. Moi je fais une purée de betteraves. Donc c'est des betteraves confites dans du beurre mixées avec des betteraves crues et assaisonnées juste avec du sel puisqu'en fin de compte le goût de la betterave en juin est très intéressant, pas terreux et bien sucré. Donc moi je fais ça et Goren prépare une jardinière de légumes avec des fèves, des pommes de terre et des blettes qui va accompagner notre agneau du Quercy confit toute la nuit au four et moi ça va accompagner la purée de betterave un pavé d'esturgeon de la vallée de la Dordogne. C'est un des 2 poissons qu'on a en local, donc on a de la truite et de l'esturgeon de pisciculture alentour. Et on prépare aussi des fenouilles rôties au four qui vont accompagner ce poisson également. Nous proposons notre aide et c'est ça les saperlipoulettes, des échanges de bons procédés. Mais du coup, il faut faire ça individuellement sur chaque fève. Ok, comme quand on fait ça sur les amandes, je vois très bien. Ah, je ne connaissais pas pour les amandes. L'heure du service a commencé, nous passons donc du côté de la salle avec une vue sur les cuisines pour regarder les derniers préparatifs de Laurence et Guérin. Puis à notre tour d'aller déguster en terrasse le menu du jour. On a pris 2 entrées avec la recette partage. Alors, nous avons pour commencer un filet de truite de la région façon gravlax avec du fromage blanc et un peu de coulis de betterave et les chips de betterave également qu'on voit là. Et l'autre entrée, c'est un gazpacho de fèves que j'ai entre autres préparé ce matin avec de la menthe fraîche du jardin. Je l'attends pas pour manger, j'ai trop hâte, ça a l'air délicieux. On est en train de manger du canard avec des frites maison et un jus de fruits rouges du jardin. Et comme on aime partager et qu'on voulait tout tester encore, que ce soit pour l'entrée et pour le plat, on a aussi une épaule d'agneau avec une jardinière de légumes du jardin, des fèves, des blettes. C'est puissant en bouche, mais comme les entrées, c'est un festival de saveurs en bouche. Et le dessert, oui, mon moment préféré du repas. On a d'abord un moelleux aux noix du Périgord, donc c'est de la région, et une pavlova aux fraises du jardin. Vous pensez qu'on allait s'arrêter à 2 desserts? C'est mal nous connaître, on est quand même des gourmandes. Et donc du coup, comment résister à la mousse au chocolat? C'est quand même un de mes desserts préférés. Une petite danse pour la digestion avant d'enchaîner sur l'enregistrement des podcasts d'Antoine et de Stan qui nous révèlent l'un de ses nombreux talents cachés. Et après, ma femme me dit que j'aurais un don pour la pédagogie. Bon, à voir. Nous, on peut le confirmer. Hein. Pour le coup, tu nous as quand même accueillis pendant toute une journée, à tout nous expliquer, répondre à toutes nos questions et tout. Donc, oui, la pédagogie. Bon, tant mieux. Bah voilà, peut-être. Stan, le pédagogue, n'en finit plus de nous apprendre, mais il est malheureusement temps de partir après le traditionnel dessin. C'est un choucal que je dessine, précisément. Mais évidemment, Poule. Ça se ressemble. Non, mais parce que ça peut pas être un autre chou. Ou frisé, Ni une salade. Non, c'est un choucal. C'est un choucal, c'est évident. Je préfère que je le précise. Si vous avez aimé cet épisode à Collonges-la-Rouge, n'hésitez pas à aller prolonger l'immersion en écoutant les podcasts d'Antoine et de Stan.